Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, pour vérifier que je suis connecté, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que vous êtes bien là et que moi je suis bien là. Comme ça, je suis sûr que on est tous là. Voilà. Alors, pour commencer, bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Il va falloir donner beaucoup de mal pour qu'elle soit pire que la précédente. Donc, on va essayer de... On va croiser les doigts pour espérer que celle-là, celle qui nous attend, soit meilleure. Voilà. Et ben voilà, ça me fait plaisir de commencer ce premier webinaire pour ce qui me concerne avec vous. Et donc, on a un peu modifié la formule aujourd'hui, cette année, à partir d'aujourd'hui. Et on a plutôt, on s'est orienté vers des webinaires thématiques. Et le thème de ce webinaire, ce sera aujourd'hui l'alimentation intuitive. Voilà, je vais essayer d'expliquer, de faire des mises au point un petit peu sur ce que c'est que cette alimentation intuitive. J'espère que le sujet vous intéressera. Voilà, alors bonjour tout le monde, bonjour Caroline. Bonjour Juliette, Muriel, Céline, bonjour à toutes pour le moment. Voilà. Alors Caroline, vous ouvrez un peu la discussion avec donc deux questions. La dernière fois, j'aurais parlé donc de reprogrammation neurologique. Je ne sais pas très bien de quoi vous voulez parler. En tout cas, ça recouvre plusieurs choses, donc je ne sais pas très bien ce que je voulais dire à ce moment-là, de ce que j'avais en tête. Et le retour à une alimentation intuitive, ça prend combien de temps en moyenne? Bon, alors c'est compliqué de répondre à ça et de manière précise. C'est-à-dire en fait, la question ce serait combien de temps ça prendrait pour sortir du contrôle mental et remettre en route les systèmes de régulation qui contrôle le comportement alimentaire et qui régule notre poids. En fait, le plus dur, je ne peux pas vraiment répondre, donner un délai comme ça, mais je donnerai tout à l'heure un ordre de grandeur. Le plus dur, c'est pas tellement ce qu'il faut apprendre que ce qu'il faudrait désapprendre. C'est beaucoup plus compliqué que ça, de désapprendre, en fait. Il faut désapprendre le contrôle mental, sortir du contrôle mental, du comportement alimentaire. Et croyez-moi, ce contrôle, il est profond, il est enraciné, il s'insinue partout, il est sournois parce que parfois on n'a même pas l'impression, on a tellement l'habitude de vivre dans ce contrôle qu'on ne se rend même plus compte de sa présence. Donc c'est difficile de le retirer. Et il faut le remplacer par un autre contrôle, piloté par nos systèmes de régulation via la faim, le rassasiement, les envies de manger émotionnelles. Et laisser tout ça fonctionner. Voilà. Finalement, c'est ça la base de l'alimentation intuitive. Alors, combien de temps ça va prendre? En général, ça prend quand même, dans les cas les plus simples, au moins quelques mois, plusieurs mois, 6, 8 mois, à peu près. C'est de cet ordre-là, dans les situations simples. Mais parfois, les situations se compliquent d'autres choses. Et à ce moment-là, pour remettre en place un comportement alimentaire normal, il n'y a pas de limite, parce que le degré de complication et de complexité n'a pas de limite. Donc, mais enfin, d'un autre côté, plus les choses sont compliquées, plus elles sont rares aussi. Donc, plus on est dans des situations, on va dire, habituelles, normales, ordinaires, et plus on va se rapprocher de cette fourchette entre 6, 8, 10 mois à peu près, quoi. Voilà. Ce serait un peu de cet ordre-là. Et alors, il y a une bonne illustration un bon exemple qui illustre ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire la difficulté de désapprendre et de réapprendre. Il y a un gars qui a inventé ce qu'on appelle un vélo inversé. Alors un vélo, normalement, si vous voulez tourner à gauche, il faut tourner le guidon à gauche. Et quand vous voulez tourner à droite, il faut tourner le guidon
à droite. Eh bien, dans le vélo inversé, c'est exactement le contraire. Si vous voulez tourner à gauche, il faut tourner le guidon à droite. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc il a essayé, et il a mis plusieurs mois à réussir, à apprendre. Ça lui a pris plusieurs mois pour apprendre à faire du vélo inversé. Donc c'était un chercheur et il donnait des conférences. Donc quand il faisait ces conférences, d'une certaine manière, il défiait son public. Il disait voilà, si vous y arrivez, je vous donne $100. Donc les gens montaient sur scène et personne ne réussissait. Personne ne réussissait. Tout le monde se cassait la figure. Et lui, pour arriver à le faire d'une manière correcte, je vous dis, ça lui a pris plusieurs mois. Il a donné le vélo à son fils. Il a fait construire un vélo pour son fils. Lui, il est arrivé en 2 ou 3 semaines. Voilà. Parce que lui, il n'avait pas besoin de désapprendre à faire du vrai vélo. Il a appris directement avec le vélo inversé. Ça lui a pris, avec son système de plasticité cérébrale, donc très très adaptable, très souple, très flexible, ça lui a pris que 2 ou 3 semaines. Mais ce chercheur, d'un certain âge, lui, il fallait d'abord qu'il désapprenne à faire du vélo normal. Et ça lui a pris plus de temps que d'apprendre à faire du vélo inversé. Voilà. Cette histoire de contrôle et d'alimentation intuitive, c'est un petit peu ça. Il faut mettre en place un nouveau système. Alors c'est peut-être ce que j'avais en tête, Caroline, quand j'ai parlé de reprogrammation neurologique. Mais quand on est dans le contrôle, d'une certaine manière, notre cerveau est programmé, on l'a même câblé pour orienter son attention sur nos efforts de contrôle. C'est-à-dire que notre attention quand on mange, va aller sur les efforts de contrôle. Et c'est du câblage. C'est anatomique, c'est-à-dire que ça correspond à des câbles entre des neurones. Bon. Et nous, on va essayer avec l'alimentation intuitive de ramener l'attention non pas sur les efforts de contrôle, mais sur les sensations alimentaires. De sorte que ça se fasse de manière tout à fait automatique. Ce geste de retour sur soi de l'attention, c'est-à-dire le fait que l'attention revienne automatiquement sur les sensations alimentaires au cours du repas, sans aucun effort de concentration, ça se fait, c'est ce qu'on appelle une attention sans effort, ça correspond à un autre câblage, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir décabler le système précédent, celui qui conduisait l'attention à se porter sur les efforts de contrôle, pour câbler un nouveau système qui va permettre que l'attention aille se porter automatiquement sur les sensations alimentaires. Voilà, parce qu'en fait, l'attention, c'est un geste mental. Ça fonctionne, un geste mental fonctionne exactement comme un geste physique. Et quand vous répétez très régulièrement un geste physique, au bout d'un certain temps, il devient complètement automatique. Si vous apprenez un geste, n'importe lequel, que ce soit un geste sportif, que ce soit un instrument de musique, ne serait-ce qu'une séquence de doigté, des choses comme ça, si vous répétez, au bout d'un moment, ça devient complètement automatique. Eh bien, pour qu'un geste devienne automatique, ça veut dire que dans le cerveau, on a fabriqué un réseau de neurones qui prend en charge ce geste automatique. Bon. Eh bien, le geste mental de ramener l'attention automatiquement sur nos sensations alimentaires fonctionne exactement de la même manière. Et pour qu'on ait l'automatisme, ça impose qu'on réussisse à fabriquer ce nouveau réseau de neurones. On va donc câbler différemment les neurones. Voilà. Donc ça prend finalement plus de temps de décabler, si je peux dire, le réseau précédent que de câbler le nouveau. C'est ça qui est le plus difficile. C'est de s'extirper du contrôle mental. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été... c'est un peu compliqué, mais j'espère que j'ai réussi à vous l'expliquer. Alors, bonjour Bridget.
Et merveilleux à vous aussi. Alors, vous aimeriez savoir comment on différencie l'alimentation intuitive de l'envie de manger par gourmandise. Bon, alors, manger par gourmandise, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger plus quand c'est bon, finalement. C'est un peu ça. Ça fait partie, il n'y a pas de distinction, en fait, ça fait partie aussi de l'alimentation intuitive. Il n'y a rien d'anormal à manger plus de quelque chose qu'on trouve exceptionnellement bon. Tout le monde va le faire, c'est un comportement qui est strictement naturel. Alors à ce titre, moi, on sort des fêtes là. Donc on a eu quelques bons exemples de repas avec de très bonnes choses qu'on a mangé par gourmandise, comme vous dites. Ça va s'intégrer dans l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que je vais comparer ce qui se passe dans la tête d'un mangeur intuitif et dans la tête d'un mangeur contrôlé. Dans ces repas de fête, je pense que à peu près, qui vont être séquencés avec un apéritif et des petits fours, une entrée, un plat, du fromage, un dessert. Voilà, mettons, c'est un classique. Je pense que après les apéritifs et les petits fours, la moitié des personnes n'ont plus faim. Après l'entrée, il ne doit plus rester que peut-être 10% des gens qui ont faim, et puis à partir du tiers du plat principal, plus personne n'a faim. Alors tout le reste, on mange sans faim. Voilà. Donc contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Donc à partir du plat, on peut dire que tout le monde continue à manger sans faim. Bon, donc une fois qu'on a terminé le plat principal, là c'est sûr, plus personne n'a faim, et à ce moment-là, on apporte le plateau de fromage. Le mangeur intuitif qui va voir arriver ça, il va dire moi j'ai plus faim, mais je peux pas laisser passer un si beau plateau. Donc j'ai envie de goûter à ce fromage-là, celui-là je le connais pas, celui-là il a l'air magnifique, celui-là oh là là, quelle beauté, etc., etc. Et il va goûter. Il va se faire un assortiment de fromage. Il va goûter tous les fromages, tout en sachant que c'est déjà beaucoup trop, qu'il a plus faim depuis déjà bien longtemps, mais il va se régaler et puis il va profiter de chacune des bouchées qu'il va avaler. Bon. Et puis une fois qu'il aura terminé son plateau de fromage et que là il en aura ras la gueule, pardonnez-moi l'expression, on va lui apporter à ce moment-là le dessert, le fabuleux dessert de Noël. Bon, et là, ce sera la même chose. Il va dire, mais c'est pas possible, je peux pas laisser passer une occasion pareille, c'est magnifique, c'est un sublime gâteau, il faut absolument que je goûte ça. Et il sait pertinemment qu'il a beaucoup, beaucoup trop mangé. Mais il va goûter, il va prendre une part, peut-être plus petite, peut-être même pas. Il va goûter. Et il sait bien qu'il a trop mangé. Et à la fin du repas, il est complètement explosé, il a le bide explosé, il va s'alfaler sur un canapé, il va dégrafer son pantalon. Voilà. Et puis, mais il est content de ce qu'il a fait. Il est heureux d'avoir mangé, d'avoir consommé un aussi bon repas. Et puis après ça, ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura plus faim, il n'aura plus envie de manger pendant 12 ou 15 heures, il va attendre que ça revienne tranquillement. Voilà. Bon, un mangeur qui est contrôlé, c'est-à-dire qui surveille son poids, qui a des troubles alimentaires, qui a des problèmes avec le poids, il va manger la même chose, mais il ne fait pas le même repas en réalité. Ça ne se passe pas du tout de la même manière dans sa tête. Lui aussi, il va s'apercevoir à un moment qu'il a trop mangé. Et à partir de là, ça va commencer à pas bien se passer. Quand il va voir arriver le plateau de fromage, lui, il va pas se régaler du tout. Il va trouver ça bon, parce que ce sont des bons fromages. Il n'y a aucune raison qu'il trouve ça mauvais. Il va les trouver très bons, mais pas que bons. En même temps, il va se culpabiliser, il va s'en vouloir, il va compter les bouchées, encore une de trop, et une de trop, et une de trop, et une qui part sur les fesses, et une qui part sur les hanches, et une qui part ailleurs, etc. C'est pas la même chose. Il n'a pas mangé, il fait pas le même repas, lui. Et en fait, là, son attention n'est plus du tout sur ses sensations alimentaires. Il n'est plus du tout en train de déguster et de savourer. L'attention n'est plus sur les sensations alimentaires. L'attention est partie sur le contrôle qui est en train de lui échapper. Elle est en train de partir sur toutes les conséquences que ça va entraîner, selon lui, sur son surpoids. Et son surpoids a des conséquences sur sa vie à venir, etc. Enfin bon, il est en train de se faire un film d'horreur, en quelque sorte. Et donc là, l'attention n'était pas du tout sur les sensations alimentaires, il a perdu son rassasiement.
Et il y a bien des chances pour que, en faisant cette comptabilité, il perd sa sécurité, il perd son attention, il perd son rassasiement, et que le repas se termine sur une tournure un peu même compulsive. Et ça sera pas comptabilisé. Ce qu'il mange de cette manière-là, c'est pas comptabilisé par son cerveau. Parce que le cerveau ne comptabilise que ce qui a été mangé avec attention. Donc, ça ne sera pas enregistré d'une certaine manière. Donc, il ne va pas réguler par la suite son repas exactement de la même manière. La faim, l'envie de manger, c'est plutôt l'envie de manger va revenir beaucoup plus rapidement. Et puis, elle peut revenir d'une manière aussi compulsive. Parce qu'elle va pas forcément, il va pas forcément attendre d'avoir faim. C'est pas forcément sa faim qui va déclencher son envie de manger. Ça peut être le stress d'avoir trop mangé au repas précédent qui va de nouveau déclencher les envies de manger émotionnelles. Voilà. Et donc la régulation va très mal se faire, voire elle va pas se faire du tout. Voilà. Donc c'est ça la réponse. La gourmandise n'est pas du tout un problème si vous êtes capable de manger toujours comme d'habitude en tenant ce fameux cadre qui permet l'alimentation intuitive, c'est-à-dire qui permet au système de régulation de faire leur travail. Alors ce cadre de l'alimentation intuitive, je le répéterai à chaque fois, c'est toujours le plaisir, l'attention sur les sensations que ça procure et la sécurité, le sentiment de sécurité, c'est-à-dire être capable de mettre de côté toutes les pensées négatives sur la nourriture et sur le poids. C'est ça qui permet la mise en place d'une alimentation intuitive, c'est-à-dire qui permet au système de régulation de faire correctement leur travail en nous ramenant systématiquement à notre poids d'équilibre. C'est-à-dire que la fonction de ces systèmes de régulation, c'est précisément ça, c'est de nous ramener sur la valeur d'équilibre de notre poids. C'est uniquement ça. Voilà. Mais pour ça, voilà, il y a des conditions. Marie-Lucille, bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai que les aliments comme le konjac, l'ananas aident à maigrir? Non, je suis désolé. Mais il n'y a pas d'aliments qui fassent maigrir. Tous les aliments font grossir. Quand ça ne fait pas grossir, ce n'est pas un aliment. Par définition, un aliment, c'est quelque chose qui apporte des calories pour faire grossir, justement. Ça apporte des calories, et les calories, c'est fait pour ça. Donc, des aliments qui font maigrir, ça n'existe pas. D'ailleurs, ça ne peut pas exister. Alors, si on mangeait que des aliments qui font maigrir, on devrait maigrir, normalement. Ben non. En fait, si vous mangez que des aliments qui, soi-disant, font maigrir, vous grossissez. Bonjour Vanille. Alors, Vanille, vous êtes danseuse. Et après des années de restrictions, de calculs, de mentalisation, est-ce qu'il est possible et réaliste de retrouver une réelle tranquillité d'esprit, sachant que je suis toujours en activité? Alors ouais, c'est intéressant la façon dont vous posez la question. Parce que pour mettre en place cette alimentation intuitive, il y avait donc 3 conditions. Le plaisir, l'attention et la sécurité. Mais le problème, c'est que la sécurité, ça ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas décréter que vous vous sentez en sécurité quand vous mangez un gâteau. Donc, en fait, la sécurité, c'est autre chose. Ça se construit. La sécurité, c'est quelque chose, c'est un sentiment stable, profond, un peu comme la confiance, qui ne peut pas se décréter, qui doit se mériter. Voilà. Et ça se construit, la confiance ou la sécurité, brique par brique. Alors, comment on fait pour construire ce sentiment de sécurité? Eh bien, c'est en essayant de consommer ces repas avec une relative tranquillité d'esprit. Ça, on est capable de faire. On est capable, le temps d'un repas, d'instaurer une certaine tranquillité d'esprit en apprenant à manger ce qu'on aime, ce qui fait plaisir, en mettant l'attention sur les sensations et en apprenant surtout à mettre de côté les pensées négatives sur le poids
et sur la nourriture. Ce que j'appelle moi des pop-up. Je vous expliquerai un jour pourquoi j'appelle ça des pop-up. Mais ce sont des pensées intrusives, voilà, qui viennent à notre insu polluer le repas et qui vont nous inciter à remettre du contrôle. Donc ces pensées, on est capable d'apprendre à les repérer et à les mettre de côté. Et du coup là, on parvient de cette façon à se construire une bulle, une petite bulle de tranquillité d'esprit. Bon. Ça demande de l'attention, ça demande de la concentration, mais on sait faire ça. C'est fatigant, parce qu'il faut y penser, il faut être présent, voilà. Mais on sait le faire, à peu près tous, quoi. À peu près tous, on sait de temps en temps, quand on a des soucis, mettre nos soucis de côté, se mettre dans une bulle, et puis un peu oublier tout ça, quoi, pour se concentrer sur des trucs agréables. Bon. Mais alors évidemment, c'est fatigant, ça demande un effort, mais ça permet de consommer le repas dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'en consommant le repas de cette manière-là, ou les aliments de cette manière-là, ben on s'aperçoit qu'on est capable de manger tout type d'aliments sans que ça dégénère dans la compulsion, et qu'on est capable de consommer tout type d'aliments, et même de perdre du poids en mangeant des aliments souvent très riches. Bon. Et quand on a fait ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois et 1 million de fois, cette tranquillité d'esprit, c'est-à-dire, elle va se transformer en sécurité, en une vraie sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, pour l'obtenir, il faut avoir vécu, je dirais, une accumulation d'expériences positives. Voilà. Et ces expériences positives, on peut les obtenir justement en se fabriquant des repas consommés avec un état de tranquillité relative. Voilà. Donc au début, on ne peut pas avoir la sécurité, c'est pas possible. Ça ne peut pas s'instaurer du jour au lendemain. Ça se construit brique après brique, cette sécurité. Et ça se construit en accumulant jour après jour des expériences de repas positifs. Voilà. Qu'on a réussi à instaurer grâce à des exercices qui nous permettent de manger avec cette relative tranquillité. Donc, Vanille, pour répondre à la question, oui, ça, il est jamais trop tard. Il est vraiment jamais trop tard. Hein. Vous avez 38 ans, moi j'ai eu des patientes, je crois que ma doyenne avait plus de 70 ans. Et donc elle avait, je pense à une personne précise, elle avait plus de 60 années de contrôle, de restriction derrière elle. Et elle a mis en place, elle a appris à manger de manière intuitive, sans contrôle mental. Voilà, donc c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Je dis pas que c'est facile à faire. Et je ne dis pas non plus que c'est la même difficulté ou facilité pour tout le monde. Il y a des gens qui y arrivent plus rapidement que d'autres parce que le contrôle est là depuis plus longtemps. Et puis l'intensité aussi du contrôle n'est pas la même pour les uns ou pour les autres. Donc c'est un peu différent, c'est sûrement différent d'une personne à l'autre. Mais si c'est seulement ça le problème, on en sort. On en sort. Voilà, c'est la bonne nouvelle du début de l'année, ça. Alors, Sidri trouve que c'est une excellente idée de faire des séances thématiques. Donc, par conséquent, Sidri, il faut nous envoyer des exemples de thèmes que vous aimeriez voir traités. Bonjour Carole, meilleurs vœux. Bonjour Sylvie. L'alimentation intuitive permet-elle de manger équilibré et de ne pas abuser du chocolat, biscuits et apéritifs? Eh bien, je dirais absolument oui. En fait, l'alimentation intuitive est pilotée par nos systèmes de régulation. Alors, qu'est-ce que ces systèmes de régulation? En gros, ils permettent la satisfaction de nos besoins. C'est-à-dire, ils nous permettent de manger la quantité de nourriture qui nous maintient notre poids d'équilibre
est le type de nourriture qui nous maintient à peu près en bonne santé, c'est-à-dire qui correspond à nos besoins. Alors on a des tas d'exemples là-dessus, c'est-à-dire que, en gros, quand une personne est carencée dans une vitamine ou dans un micronutriment quelconque, elle sera naturellement attirée par les aliments qui contiennent ces vitamines ou ces minéraux, de sorte qu'elle comble ses manques et ses besoins. Si elle mange de façon intuitive, elle mangera la quantité de nourriture dont elle aura besoin pour maintenir son poids d'équilibre, et elle aura une alimentation qui sera relativement bien diversifiée. Bon. Maintenant, quelqu'un qui est dans le contrôle, en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Quelqu'un qui est dans le contrôle et qui ne vit pas bien son contrôle, qui vit mal et qui a donc des comportements compulsifs. Sur quoi il va compulser? Il va compulser sur les aliments qu'il essaye de contrôler. Donc, en général, ce sont les aliments cités, les chocolats, les aliments riches, quoi. Et quand il fait ce type de compulsion, il ne peut plus rien manger derrière. Il n'a plus faim, quoi. Il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus rien qui rentre. Et donc, même s'il adore les fruits et les légumes, ça ne rentre pas. Et souvent, on a souvent des patients qui nous décrivent ces situations-là, c'est-à-dire qu'ils nous disent que depuis qu'ils ont commencé les régimes, ils n'arrêtent plus de compulser sur les aliments qu'ils essayent de contrôler, et que alors qu'ils en ont même pas un plaisir intense, c'est-à-dire qu'ils peuvent même compulser sur des aliments pour lesquels ils n'avaient pas d'attirance avant, mais qu'on leur a interdit de manger, donc ils se sont interdits de manger. Donc, par exemple, il y a des gens qui n'avaient aucune attirance pour les produits sucrés, mais ils en mangeaient de temps en temps. Sauf que depuis qu'on leur a interdit, ils se mettent à compulser dessus et ils mangent plein de produits sucrés. Et ils n'arrivent plus à manger les aliments qu'ils aimaient avant, comme les fruits et les légumes. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus la place. Une fois qu'ils sont gavés par leur compulsion, il n'y a plus la place pour autre chose. Donc, quand on traite les compulsions en retirant le contrôle mental, quand on traite ces compulsions, que toutes ces compulsions disparaissent, on se remet à manger à ce moment-là les aliments riches de façon tout à fait adaptée à nos besoins, dans des quantités qui n'ont plus rien à voir, et à partir de là, il reste de la place pour manger d'autres choses qu'on aime aussi. Et à ce moment-là, on obtient une alimentation beaucoup plus diversifiée. On mange de tout, ça s'équilibre. Voilà. Alors ça a l'air comme ça, ça a l'air un peu magique, mais pas tant que ça. Si notre corps n'était pas capable de faire ça, on aurait l'espèce humaine, et pas que les espèces humaines d'ailleurs, n'aurait jamais pu survivre jusqu'à aujourd'hui. La preuve de l'efficacité de l'alimentation intuitive, c'est tout simplement qu'on est encore là. Voilà, si on n'était pas fichu de manger en fonction de nos besoins, ça fait longtemps que l'espèce aurait disparu. Et donc les gens, je vous rappelle aussi, je précise quand même que dans le temps, à toutes les époques, quand les gens mangeaient, ils mangeaient pas avec un manuel où il y avait inscrit la composition en vitamines, en nutriments, en lipides, en glucides, en protéines de chaque aliment. Et les animaux font pareil. Et les enfants font pareil. Enfin voilà, c'est ça l'alimentation intuitive. Bonjour Juliette. Je crois qu'on se connaît, Juliette. Je suis pas sûr, mais je sais pas si c'est la même Juliette, mais peut-être qu'on se connaît. Alors quand je vois une envie apparaître, mais que je dois sortir ou que je suis pressé, ce qui arrive assez souvent, je ne sais pas si je dois attendre d'avoir un moment pour déguster ou bien si je dois répondre à mon envie au moment où elle me vient. Bon, moi je vous dirai je vais vous dire ce que moi je fais en tout cas. Moi, si je ne peux pas manger les aliments que j'aime dans des conditions adéquates, je préfère reporter. Si j'ai envie d'un aliment et que je ne peux pas le manger dans de bonnes conditions, je préfère attendre un meilleur moment. Parce que si je le mange dans la précipitation, je n'en profite pas. Et ça me met un peu en rogne, en fait, de pas profiter de ce que j'aime. J'ai vraiment une impression terrible de gaspiller, quoi.
vraiment de gaspiller. Vous voyez, si je suis capable de faire parfois des kilomètres pour aller me chercher quelque chose que j'aime, aller dans une bonne pâtisserie, chez un bon fromager, un bon boucher, je peux passer du temps, aller faire des courses. Et ben manger un bon fromage à toute allure, sans me rendre compte de ce que je suis en train de faire, ou par exemple en travaillant sur mon ordi, ou un gâteau, ou n'importe quoi, ça me met en rogne. Je suis pas content, je suis en colère contre moi. J'ai l'impression de l'avoir gaspillé parce que je n'ai profité de rien. Donc voilà, moi je pense que quand on aime manger, ben on aime profiter de ce qu'on mange. Bon, et il se trouve que le fait de profiter de ce que vous mangez permet à la régulation de se faire de façon beaucoup plus correcte. Et profiter. Alors vous voyez, l'alimentation intuitive, quand je résume, finalement j'utilise 3 mots: le plaisir, l'attention et la sécurité. Ce qui sont 3 mots qui résument des mécanismes d'une complexité absolument inouïe, dont je ne parle même pas. Mais c'est normal que le comportement ce soit quelque chose de simple. Ça peut pas être un truc compliqué avec un manuel, c'est pas possible. Et bien ces 3 mots, on peut encore les résumer en un seul mot. C'est-à-dire comment résumer plaisir, attention, sécurité en un mot? Ben, le mot qui me vient, moi, c'est profiter. Voilà, parce que pour profiter, il faut que ces 3 conditions soient réunies. Domoïna, meilleurs vœux à vous aussi. Perdre du ventre, c'est un peu difficile. Alors, d'abord, on ne décide pas d'où on perd. Hein. Ça, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un régime qui permet de maigrir du ventre ou des cuisses ou des oreilles ou de quoi que ce soit. On maigrit et puis on voit où ça part. Voilà. Alors, il y a des endroits qui sont moins accessibles que d'autres parce que c'est pas le même type de graisse. Il y a des graisses de surcharge et puis il y a des graisses de constitution. En fait, les graisses de constitution, c'est ce qui permet, c'est ce qui donne sa forme au corps humain. Ça lui donne sa forme, son galbe. Ce sont des graisses de constitution. C'est comme un os mou finalement. Et ça, c'est pas très c'est génétique et c'est pas très accessible à la perte de poids, ou alors il faut vraiment en perdre beaucoup. Et puis il y a les graisses de surcharge, de stockage, et celles-là, c'est celles-là qui partent quand on perd du poids. Alors souvent, et notamment chez les hommes, ces graisses de stockage, elles viennent se localiser au niveau de l'abdomen. Donc c'est de là qu'on peut perdre. Mais quand c'est une dame qui en parle, ça évoque quelque chose de particulier, c'est que souvent, à la ménopause, il y a une transformation du corps des femmes, tout simplement parce qu'on n'a plus le même statut hormonal, et les graisses qui étaient naturellement localisées sur le bas du corps, les fesses, les hanches, vont migrer hormonalement sur l'abdomen. C'est-à-dire qu'on va maigrir, les femmes vont, au moment de la ménopause, vont maigrir en quelque sorte du bas du corps et elles vont grossir au niveau de l'abdomen à poids constant. En fait, elles n'ont pas grossi, hein. Elles ont changé de morphologie. Voilà. Et là, ces graisses, une fois que c'est la nature, hein, la nature a fait les choses de cette manière-là. Ça partira pas si facilement, effectivement. Bonjour Céline. Alors j'ai mis plusieurs années à sortir de la restriction alimentaire et je ne suis même pas sûr d'être sorti d'affaires. Alors oui, parce que c'est possible, parce que vous savez, on a commis une erreur que j'étais le premier à commettre. C'est qu'au départ, je pensais que le contrôle était essentiellement sur les aliments, c'est-à-dire ça disait ce qu'on devait manger et ce qu'on ne devait pas manger. Et à partir de là, moi je dis mais non, c'est pas vrai.
après avoir étudié beaucoup de choses, avoir lu des quantités d'études, j'ai dit, mais non, c'est faux, c'est pas ça, c'est pas vrai. On peut maigrir en mangeant absolument de tout, comme on peut grossir en mangeant n'importe quoi aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien maigrir en mangeant des pizzas ou grossir en mangeant des légumes. À partir du moment où on respecte sa faim et sa satiété. Donc, je donnais comme conseil de se libérer du contrôle sur les aliments. Voilà. Ça n'a pas d'importance, mais en revanche, il fallait manger en fonction de la faim et de la satiété. Et ce qui nous est revenu, c'est que les gens disaient, finalement, ce que vous proposez, c'est encore du contrôle. Il faut se contrôler quand on a faim ou quand on n'a pas faim. Il faut s'empêcher de manger quand on n'a pas faim. C'est du contrôle. Et puis, il faut essayer de s'arrêter quand on n'a plus faim. Ça aussi, c'est du contrôle. Et finalement, on a la même impression que celle qu'on avait quand on faisait des régimes. Finalement, c'est une autre forme de régime sur les sensations alimentaires. Et ça déclenchait aussi des compulsions. C'est-à-dire que dans le système précédent, les gens s'interdisaient de manger des frites ou du chocolat, et quand ils mangeaient les frites et le chocolat, ils le faisaient de manière compulsive. Et dans le système que j'avais préconisé, c'est-à-dire de manger ce qu'on veut, mais en fonction de la faim et de la satiété, et bien quand les gens mangeaient sans faim, c'est à ce moment-là qu'ils faisaient des compulsions. Et finalement, il se passait exactement la même chose que dans les régimes, ça ressemblait. Et ça m'a amené à comprendre que ça se passait. C'était pas ça. En fait, on était sur une fausse piste. Le système, c'est pas uniquement la faim et la satiété. Et même ce système-là, il fonctionne la plupart du temps très bien. C'est-à-dire que les gens, assez rapidement, détectent bien la faim et la satiété, mais ils s'aperçoivent que ça règle pas le problème des envies de manger. Et en y réfléchissant et en étudiant vraiment en étudiant tout ce qu'on nous a, les patients nous rapportaient, j'en ai déduit que le problème portait pas là-dessus. Le dérèglement n'était pas sur la faim et la satiété. Le dérèglement portait sur les envies de manger. Et ça, c'est un autre aspect de l'alimentation intuitive. C'est que le comportement alimentaire est soumis naturellement à un double contrôle. Il est contrôlé par un système des besoins, c'est la faim, la satiété, et il est contrôlé par un système des envies. En fait, voilà comment les choses vont se passer. À un moment, le corps va avoir besoin d'énergie. Donc il va réclamer cette énergie en émettant des sensations de faim. Quand le cerveau va détecter ces sensations de faim, il va déclencher une envie de manger pour calmer la faim. Donc en fait, l'envie devient l'expression d'un besoin. Le besoin de calmer, d'apporter les calories qui manquent. Voilà, mais ça marche avec d'autres besoins aussi. Hein. Bon. Et c'est ce système, quand tout va bien, les envies sont régulièrement l'expression des besoins. Voilà. En fait, on mange en fonction de son envie, et sans le savoir, on mange aussi en fonction de ses besoins. Mais on ne le sait pas. On suit son envie. Et quand l'envie disparaît, ça veut dire aussi que le besoin a disparu. Bon. Et c'est ce système. Et dans le contrôle, quand on met du contrôle, si vous y réfléchissez, quand vous mettez du contrôle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous contraindre à lutter contre vos envies de manger. Et cette lutte contre les envies va totalement faire flamber les envies. Elles vont devenir incontrôlables. Elles vont s'affoler complètement et elles n'auront plus rien à voir avec les besoins. Elles vont se déconnecter complètement des besoins. On aura des envies qui n'auront plus rien à voir avec les besoins du corps. Donc là, évidemment, c'est finalement, si on résume un peu, on pourrait dire que quelqu'un qui grossit, c'est quelqu'un qui a plus d'envie que de besoin. Voilà. Et tout le travail, ça consiste à ramener les envies
au niveau des besoins. Et quand je parle de besoins, je ne parle pas que de besoins énergétiques, de besoins physiques. Ce système des envies, il fonctionne pas uniquement avec les calories, il fonctionne avec les vitamines, il fonctionne avec les minéraux, et il fonctionne même avec les émotions. C'est-à-dire que les émotions sont considérées par le corps comme un besoin aussi. Et ça déclenche aussi des envies de manger. Mais quand tout fonctionne comme il faut, quand il n'y a pas de contrôle mental et qu'il y a de l'attention, les envies vont assurer la satisfaction de tout l'ensemble, de l'ensemble de tous les besoins. Les besoins énergétiques, les besoins nutritionnels et même les besoins émotionnels. Voilà. Et tout le travail pour revenir à l'alimentation intuitive, c'est de remettre ce système en route et de faire en sorte que les envies redeviennent l'expression de l'ensemble de ces besoins. C'est pour cette raison-là que, par exemple, les envies de manger émotionnelles ne peuvent absolument jamais disparaître. Elles doivent être considérées comme quelque chose de totalement naturel. Elles participent à notre équilibre psychologique. Et si on lutte contre ces envies de manger émotionnelles, on se met en situation de déséquilibre. Ne serait-ce que déjà parce qu'on se met à compulser. Donc psychologiquement, la compulsion, ça participe pas à l'épanouissement et à l'équilibre psychologique. Donc en fait, voilà, c'est ce qui va caractériser cette alimentation intuitive, c'est un dialogue permanent entre ce système des besoins et ce système des envies. Il y a une sorte de communication comme ça entre ces deux systèmes. Le corps exprime son besoin et il va informer ce système des envies de la nature du besoin, et les envies vont, le mangeur va consommer les aliments qui vont permettre à la fois de calmer l'envie et donc de calmer le besoin. Voilà. Et mais ça suppose un dialogue constant et harmonieux entre ces deux systèmes des besoins et des envies. Et quand vous mettez du contrôle mental, vous rompez ce dialogue. Vous empêchez les deux systèmes de communiquer l'un avec l'autre. Alors, il n'y a pas que le contrôle qui fait ça. Si vous mangez sans aucune attention, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que les envies vont se déconnecter des besoins. Il ne faut pas imaginer que le seul facteur de risque, c'est le contrôle. Si vous mangez sans plus aucune attention, vous pouvez aussi manger d'énormes quantités. J'ai des exemples chaque année de jeunes étudiantes qui ont pris du poids pendant leurs études parce que pendant un an, elles se sont enfermées dans leur chambre et elles ont pris tous leurs repas devant leur ordinateur. Et à la fin de l'année, elles s'étonnent d'avoir pris 10 kilos. Mais c'est simplement, elles n'ont pas compulsé. Il n'y avait pas de compulsion. C'est juste qu'elles ont mangé sans aucune attention et qu'elles ont empêché les systèmes de régulation de faire leur travail. Puisque pour faire leur travail, ces systèmes de régulation ont besoin d'avoir conscience de ce que le corps a avalé. Voilà. Bonjour Tania. Alors Tania, bonne année. J'ai une très grande peur du sucre après avoir vu, le documentaire Sugarland où le sucre était un vrai aliment toxique. Donc même si je suis pour l'alimentation intuitive, mais pour le sucre, j'ai un vrai doute sur les bienfaits d'en manger même un peu. Voilà. Vous avez un doute. Bon, alors moi je vais vous dire comment on soigne les compulsions sucrées. La plupart de ce documentaire, comme beaucoup d'autres lectures ou comme beaucoup d'autres vidéos qu'on peut voir, induisent l'idée que le sucre serait une substance addictive. Alors moi, je peux vous dire qu'en 30 ans de métier, je n'ai jamais vu d'addiction au sucre, d'addiction vraie à la substance sucre, au saccharose.
J'ai vu des gens qui avaient des addictions à des aliments sucrés, des madeleines, du chocolat, des sablés, des petits beurres, des ce que vous voulez, mais au sucre pur, en morceaux. J'en ai jamais vu. Alors je sais que ça existe. Pour être tout à fait honnête, j'ai dû voir ça 3 ou 4 fois. Des gens qui mangent du sucre en poudre. Voilà. Mais 3 ou 4 fois, je vous assure qu'en 30 ans, ça ne fait pas beaucoup. Et comment on les guérit, tous ces gens qui ont des addictions au sucre? Alors en fait, ce sont des addictions, mais c'est pas parce que c'est une addiction que pour autant le sucre est une substance addictive. Là, il s'agit d'addiction comportementale et pas une addiction à une substance. C'est pas l'équivalent, par exemple, d'une addiction à l'alcool. Quand les gens sont addicts à l'alcool, ils ont besoin d'alcool. Ils n'ont pas besoin de vin. Ils n'ont pas besoin de vodka. Ils ont besoin d'alcool. C'est-à-dire que si ils trouvent pas d'alcool, ils trouvent pas de vodka ou ils trouvent pas de vin, ils sont capables de boire de l'eau de Cologne pour trouver l'alcool. Bon, comment nous on traite les gens qui ont des addictions comportementales aux produits sucrés? Tout simplement en leur réapprenant à manger les produits sucrés en réunissant ces 3 conditions. C'est-à-dire que s'ils ont envie de produits sucrés, il faut qu'ils mangent des produits sucrés. Ça, c'est le plaisir. Mais pas n'importe comment. Il faut qu'ils sachent se concentrer sur les sensations que ça procure et non pas sur tous leurs efforts de contrôle. Et il faut qu'on soit capable de faire revenir ce sentiment profond, stable, de sécurité. Alors tout ça, ça demande des techniques. On n'y arrive pas comme ça. Ça se décide pas. C'est très difficile de dire, à partir de maintenant, je vais me mettre à manger ces aliments sucrés sur lesquels je compulse depuis des années, en me concentrant et en me disant que tout va bien. Tout ça demande de la technique. Mais c'est comme ça qu'on traite. Et ces compulsions sucrées disparaissent totalement. Quand on revient dans l'alimentation intuitive et quand on travaille sur les envies de manger, le but n'est pas de faire disparaître, par exemple, les envies de manger émotionnelles. Le but, c'est d'empêcher que ces envies se transforment en compulsions et de faire en sorte que ces envies de manger émotionnelles diminuent. Voilà. Certainement pas de les faire disparaître. On ne peut pas faire disparaître les envies de manger émotionnelles. Elles sont totalement naturelles. Donc vouloir se débarrasser de ces envies de manger émotionnelles, ça reviendrait à vouloir aussi, par exemple, se débarrasser de la faim, qui est une sensation tout aussi naturelle. Là, les gens disent, en fait, l'idéal, ce serait que j'ai plus d'envie de manger émotionnel, comme ça, je mangerais beaucoup moins. On pourrait dire la même chose de la faim. L'idéal, ce serait que j'ai plus faim du tout, comme ça, j'arrêterais de manger, je pourrais aussi maigrir. Voilà. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà. On a des sensations de faim qui correspondent à des besoins, on a des envies de manger émotionnelles qui correspondent à des besoins, pas les mêmes, et l'idée c'est de répondre, mais de manière adéquate, à l'ensemble de tous ces besoins. Voilà, donc, entre parenthèses aussi, on ne parle que des addictions, des comportements addictifs au sucre, mais moi, j'ai des patients qui n'ont aucune attirance pour les produits sucrés. Vous pouvez leur faire manger autant qu'ils veulent, autant que vous voulez, ça ne change rien. Ils n'ont aucune attirance pour ce type de produit. En revanche, ils ont une forte attirance pour des produits gras salés. Moi, j'avais une patiente qui faisait des compulsions de crème fraîche avec du parmesan et un œuf. Elle prenait un bol de crème fraîche, elle mettait un sachet de parmesan, un œuf dessus, elle mettait tout au micro-ondes et elle faisait sa compulsion. Voilà, il n'y avait pas un gramme de sucre là-dedans. Alors, bonjour Florence. Aujourd'hui, je suis en mode contrôle mental léger. Voilà. Et quand je reprends le programme pour passer en mode intuitif, je dois me raisonner pour ne pas repartir dans l'obsessionnel, donc j'imagine dans le contrôle. Voilà. Et est-ce que, donc, en fait, quels conseils pourriez-vous me donner? Alors, là, il faut que vous appreniez à repérer vos pensées de contrôle. Donc là, il faut prendre un carnet, vraiment. Vous prenez un carnet, vous faites l'inventaire de toutes les pensées de contrôle que vous êtes capable de repérer. Ces pensées de contrôle, faites attention, elles ne portent pas uniquement sur les aliments. Ça peut porter sur les aliments et vous dire ce que vous devez manger ou pas manger. Mais ça peut aussi porter sur les quantités ou sur la fréquence de consommation des aliments.
Par exemple, ces pensées de contrôle vont vous dire que vous avez le droit de manger du chocolat, mais pas plus de 2 carrés. Que vous avez le droit de manger des féculents, mais quand même pas midi et soir. Ou que vous pouvez manger des fruits, mais pas 2 jours d'affilée, etc. Vous voyez, ça met le contrôle, non plus sur les aliments, cette fois, mais sur la fréquence et la quantité de leur consommation. Et puis, il y a des pensées de contrôle aussi, qui portent sur les sensations alimentaires. Elles sont entraînées par le travail qu'on fait sur les sensations et qui vont vous dire que vous n'avez pas le droit de manger parce que vous n'avez pas faim ou que vous devez vous arrêter parce que vous n'avez plus faim. Bon. Et puis, il y en a encore plein d'autres, des pensées de contrôle qui rentrent pas dans ces 3 grandes catégories. Bon. Donc, vous prenez un carnet et puis vous notez toutes les pensées de contrôle que vous êtes capable de repérer. Bon. Une fois que vous avez repéré l'ensemble de ces pensées, il faut mettre en place une procédure qui va permettre de se rapprocher de l'alimentation intuitive. Donc, première chose, il ne faut jamais écouter ce que racontent tes pensées. Jamais. Si vous allez au restaurant et que sur la carte, vous repérez un plat qui vous attire, il ne faut pas écouter la pensée qui vous dira « ce serait peut-être plus raisonnable de manger le poisson et la ratatouille ». C'est toujours l'envie qui doit avoir la priorité. On doit répondre à l'envie. Donc, on n'écoute pas la pensée, la petite voix, premièrement. Deuxièmement, on ne doit pas discuter non plus avec cette pensée. Parce que vous pouvez discuter pendant des heures. Par exemple, si vous avez une envie de chocolat, vous pouvez débattre pendant un quart d'heure pour savoir si finalement vous allez y aller ou pas y aller. Et puis une fois que vous aurez décidé d'y aller, il va falloir encore débattre un quart d'heure de plus pour savoir quelle quantité. 1 carré, 2 carrés, une barre, combien. Et une fois que vous aurez décidé que c'est peut-être 2 carrés, il va falloir décider si c'est encore du chocolat noir ou du chocolat au lait. Et si c'est du chocolat noir, est-ce qu'on va prendre du 70% ou du 85% ou du 90%? C'est des discussions qui peuvent durer pendant des heures. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est que votre attention va partir assister à votre conférence sur le chocolat. Vous êtes en train de vous faire une conférence sur le chocolat. Vous n'êtes plus en train de manger du chocolat. Et donc, l'attention va partir sur cette conférence. Elle sera plus sur les sensations alimentaires. Et là, vous perdez le rassasiement. Donc, 3e point, dès que vous avez repéré la pensée, vous la lâchez en allant vous concentrer sur les sensations alimentaires pour récupérer votre rassasiement. Parce que là, on utilise une propriété de l'attention qui ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Donc, si l'attention est coincée dans les pensées, elle ne peut pas être sur les sensations alimentaires, vous perdez votre rassasiement. Mais à l'inverse, si vous réussissez à maintenir votre attention sur vos sensations alimentaires, elle ne peut pas être dans vos pensées stressantes ou dans vos pensées de contrôle. Donc, finalement, le fait de se concentrer sur les sensations alimentaires joue le rôle de garde-fou. C'est ce qui vous permet de tenir à distance les pensées de contrôle et les pensées stressantes sur la nourriture et sur le poids. Voilà. Donc, voilà, Florence, le conseil que je peux vous donner. Même quand il s'agit de ce que vous nommez un contrôle mental léger. Alors, Marie-Lucille. Bonjour Marie-Lucille. Marie-Lucille, vous me dites que vous comprenez ce qu'est l'alimentation intuitive et puis vous l'approuvez. Mais comment lutter contre son envie de manger? La plupart du temps, ce n'est pas la faim qui me fait manger, mais l'envie. Alors, j'espère avoir répondu à cette question. Et on ne doit pas lutter contre les envies de manger. Les envies de manger sont l'expression des besoins. Le problème, c'est que pour que les envies expriment les besoins, comme je l'ai expliqué, il faut qu'il y ait ce dialogue entre le système de besoins et les systèmes des envies. Voilà. Si vous luttez contre vos envies de manger, ces envies vont complètement se mettre à flamber. Elles n'auront plus rien à voir avec vos besoins. Et vous allez manger 2 fois plus, 3 fois plus que vous n'en avez besoin. Donc c'est un très mauvais système d'essayer de lutter contre les envies de manger. On en reparlera, on fera un sujet entier, si vous voulez, même sur les envies de manger émotionnelles. Bon, donc c'est un très mauvais système de lutter contre les envies de manger parce que ça ne les fait pas diminuer. Au contraire, ça les fait augmenter.
Donc la solution, c'est pas de lutter contre les envies de manger, c'est au contraire d'apprendre à y répondre de manière adéquate, toujours en tenant son cadre. Voilà, le plaisir, l'attention et la sécurité. Ce qui est très facile à dire, mais comme je l'ai expliqué, pas aussi facile à faire que ça. Alors, il est 19h25, je vais essayer de ne pas me faire couper en plein milieu d'une phrase, comme ça m'arrive à chaque fois. Et de répondre encore peut-être à une question ou deux. Je suis désolé, c'est impossible de répondre à toutes les questions, mais comme souvent les mêmes questions reviennent tout au long des webinars, n'hésitez pas, vous revenez, vous reposez votre question la fois suivante. Je les prends dans l'ordre, donc les premières questions posées sont celles auxquelles je réponds la plupart du temps. Alors, bonjour Muriel, est-ce que manger par gourmandise est une envie de manger émotionnelle? Oui, si, c'est une envie de manger émotionnelle. Et justement, on ne doit pas lutter contre les envies de manger émotionnelles, sous peine de les transformer en compulsion. Donc, on répond à ces envies de manger émotionnelles, même quand on a le sentiment de trop manger, et c'est pas forcément un sentiment, ça peut être une réalité, c'est ce que j'ai dit au tout début du webinaire. On peut tout à fait, objectivement, trop manger, on le sent, mais c'est pas forcément une compulsion. Il y a des situations dans lesquelles trop manger est la norme. C'est ça qui est normal. Par exemple, les mariages, les réveillons, les week-ends entre amis, les anniversaires, etc. On mange plus et on mange trop. Mais si c'est consommé toujours en tenant le fameux cadre, ça sera régulé, tout simplement. Voilà. C'est pas gênant. Et la gourmandise fait partie de ces occasions de trop manger, mais on n'est pas gourmand avec n'importe quoi, on est gourmand avec des choses qui sont meilleures que d'habitude la plupart du temps quand même. Alors, je ne grignote plus et pourtant je ne maigris pas, alors que tous les articles de diététique disent qu'on doit maigrir si on ne grignote plus, c'est peut-être que les articles sont faux, dans ce cas-là, Tania. Du coup, je ne comprends pas pourquoi je ne maigris pas. Alors là, même un tout petit peu. Bon, ça, Tania, je me permets de mettre votre question de côté parce que la semaine prochaine, ou très prochainement en tout cas, on va faire un sujet sur le poids d'équilibre, justement. Donc on en parlera. Je commenterai abondamment ce sujet-là. Bonjour Carole. Alors, j'ai commencé il y a un mois, je m'en sortais à peu près, mais pendant les fêtes, j'ai mangé plusieurs fois sans faim. Et du coup, c'est compliqué de me remettre à attendre la faim. Oui, absolument. Parce que pendant les fêtes, si vous voulez tenir le cadre, le plaisir, l'attention et la sécurité, après quelques semaines de travail, on y arrive assez bien dans les situations ordinaires. Mais dès qu'on sort d'une situation ordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous, je dirais, une idée de ce que devrait être un comportement alimentaire normal. Dès qu'on est confronté à des situations qui heurtent cette conception qu'on se fait du comportement normal, ces situations vont venir heurter le fameux cadre. C'est-à-dire elles vont vous faire perdre votre sécurité. Et donc là, par exemple, dans les repas de fête, c'est ce qui s'est passé pour la plupart des gens qui ont trop mangé. Ça leur a fait perdre leur sécurité. Dès qu'ils perdent la sécurité, ils risquent de perdre l'attention. Et quand la sécurité et l'attention disparaissent, c'est là qu'on a le risque de compulsion. Donc chaque fois que vous allez être confronté à des situations un peu moins ordinaires, qui vont venir un peu heurter cette conception que vous avez du comportement alimentaire normal, il va y avoir un risque de perdre votre sécurité. Bon, il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre que de commettre des erreurs. Donc c'est en commettant les erreurs et en les débriefant, en apprenant de ces erreurs, que tout ça va rentrer dans l'ordre et se corriger. Même si je vous préviens d'un certain nombre d'erreurs dans lesquelles que vous allez forcément commettre, de toute façon vous tomberez dedans. Même si vous le savez. Vous verrez. Il faut les faire. Il faut les commettre. Bon, écoutez, il est 29h30. J'ai juste le temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter encore une formidable année 2021. Celle-là, on va faire en sorte qu'elle soit vraiment réussie et plus canon, même si elle commence un peu difficilement, mais on croise les doigts. Et puis, je vous retrouve d'ici très peu pour un prochain webinar. N'hésitez pas
à soumettre vos idées et les sujets, ce que vous aimeriez voir traiter. Voilà, je vous remercie. À très bientôt, tout le monde. Et j'essayerai de répondre à d'autres questions que j'ai pas pu traiter aujourd'hui. Voilà, à bientôt.